Bonjour Mazarine Pinjot. Bonjour. Vous êtes philosophe, prof à Sciences Po Bordeaux et vous publiez Inappropriable ce que l'intelligence artificielle fait à l'humain chez Climat. Et c'est une collection qui nous engage à la réflexion. Alors c'est vrai, comprendre les dangers du monde que nous prépare l'intelligence artificielle, c'est le sujet de ce livre, Mazarine Pinjot. Vous nous alertez sur quoi en fait? On a l'impression qu'on est parti dans quelque chose qui va nous amener dans un monde où l'on ne sait pas du tout ce qui va nous arriver. Alors, il y a en effet beaucoup de choses sur lesquelles, à mon avis, il faut alerter par rapport à l'intelligence artificielle générative. Intelligence artificielle, elle existe déjà partout, hein, dans l'espace public. On se meut dans une grande intelligence artificielle. Enfin, toutes nos applications, le marketing, tout ça déjà fonctionne avec l'intelligence artificielle. Et en 2022, il y a quelque chose de nouveau qui est apparu, qui est l'intelligence artificielle générative. C'est les chats, ChatGPT. Oui. Bon, voilà, chacun a son chat, et qui a la spécificité de produire du langage, c'est-à-dire qu'on peut lui poser n'importe quelle question et il nous répond. Et donc la grande rupture qu'introduit cette intelligence artificielle générative, c'est le fait que la machine parle, mais comme vous et moi. Et donc elle parle vraiment comme un homme, c'est-à-dire que la structure même de son langage est absolument identique à celle que serait celle du langage de quelqu'un. Et donc, je m'interroge sur le fait que voilà, une intelligence artificielle puisse parler, étant entendu que pour la philosophie classique notamment, le langage, c'est l'indice de la pensée et donc le propre de l'homme en quelque sorte. Enfin, je fais un petit raccourci, mais voilà, l'idée, c'est quand même que le langage, c'était ce qui pouvait me prouver que l'autre en face de moi, précisément, n'était pas une machine. Or, avec ChatGPT et autres, cette distinction qu'on pouvait faire entre l'homme et la machine n'existe plus. Et donc, je suis repartie dans cette recherche pour me demander, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait, comment on va pouvoir distinguer l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, avec toutes les conséquences que ça va produire. Et on va dire, il y a deux grands champs de conséquences, même s'il y en a plus, mais là, on n'aura pas le temps de toutes les aborder. Il y a la conséquence politique qui va être extrêmement importante. On va en parler. Et puis, il y a aussi l'autre conséquence, je le dis juste, parce que si jamais on n'a pas le temps de le développer, pour la formation des jeunes, des élèves, des étudiants, comment ils vont faire dès lors qu'ils peuvent déléguer la pensée à une machine. Oui. Comment ils vont se former, comment ils vont arriver à apprendre, à passer par des choses parfois un peu laborieuses, parfois un peu pénibles, dès lors que la machine fait aussi bien les choses que nous. Et donc ça va être une vraie question également pour l'éducation. Oui, mais alors le titre de ce livre, Inappropriable, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce qu'au fond, on ne pourra pas se l'approprier? Inappropriable, c'est vraiment une réflexion sur qu'est-ce qui ne peut justement pas être approprié par la machine. Si même le langage, qui était notre spécificité, qui nous permettait de nous reconnaître entre êtres humains, si même le langage est préempté par la machine, et quand je dis préempté par la machine, c'est pas juste une question technologique, c'est aussi une question d'algorithme, c'est une question de vision du monde, puisque les différentes intelligences artificielles, qu'elles soient chinoises ou qu'elles soient américaines, promeuvent des valeurs, enfin promeuvent un modèle civilisationnel. Donc on est pris dans un langage qui désormais est produit par des algorithmes avec des biais très nets. Et donc la question, c'est est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas en train d'être matrixés en quelque sorte par les algorithmes et notre propre langage, est-ce qu'il n'imite pas de plus en plus le langage des machines, étant entendu que le nouvel espace public dans lequel finalement nos propos deviennent publics, ce sont essentiellement les réseaux sociaux. Or, dans un réseau social, notre langage, il est déjà formaté par ce qui va marcher. C'est difficile d'avoir une réflexion de 20 pages ultra complexes sur un réseau social. Ce qui fait que notre message posté sur un réseau social marche, fonctionne et partagé, c'est qu'il a un impact, c'est qu'il est soit drôle, soit émouvant, soit disruptif, soit violent. Enfin, c'est plutôt tout ce qui va faire qui va permettre le buzz, en gros, c'est-à-dire des valeurs finalement commerciales du langage et non pas des valeurs ni de vérité, ni de réflexion, ni d'argumentation. Ce qui fait que le langage est de plus en plus traversé par une norme qui est la norme de la consommation. Oui. Et donc, on est en train d'appauvrir notre langage pour qu'il puisse être public. Et il est public dès lors qu'il fonctionne. Et le critère de son fonctionnement, encore une fois, ce n'est pas le fait que je dise le vrai, c'est le fait que ce que je dis est excitant, jouissif, produit de la colère ou de l'indignation, au contraire,
de l'amour, enfin, va plutôt jouer sur les émotions, quoi, globalement, que sur la réflexion. Oui, donc ça veut dire, au fond, et vous dites, il n'y a plus d'espace public. Et puis, vous posez aussi des questions concernant, au fond, la vérité. Il n'y a plus de vérité non plus. C'est-à-dire qu'on est dans un système où même une forme de totalitarisme de la pensée guette. En fait, la difficulté avec la vérité, alors je précise quand même d'abord que je ne suis pas technophobe parce que j'utilise ChatGPT, par exemple. Mais c'est beaucoup plus facile quand soi-même on a déjà été formé et que ça devient juste un outil, un allié et non pas un substitut. Donc, à nos âges, on peut utiliser sans danger ChatGPT. C'est plus compliqué pour un collégien aujourd'hui. Bon, ça, voilà, il faut quand même le souligner. C'est aussi quelque chose d'assez extraordinaire. L'intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou même avant l'intelligence artificielle générative. Donc, voilà, c'est extraordinaire à condition qu'on sache bien l'utiliser. Alors, pourquoi la question de la vérité, elle est à l'horizon ? Parce que la vérité, elle est dans le langage. Une chose, elle est ni vraie ni fausse. Elle est vraie ou fausse à partir du moment où j'en parle. C'est-à-dire si je dis, voilà, je sais pas, là, ça c'est blanc, c'est mon énoncé, il est vrai si ce bureau est blanc. S'il est noir, ben, ce que je dis est faux. Donc la vérité, elle est entre mon énoncé et le réel dont il est question. C'est-à-dire là, ce bureau blanc. À partir du moment où le langage, il fonctionne de manière autonome à partir de la machine, des grandes bases de données et des algorithmes. En fait, la question du bureau blanc, elle est complètement caduque. Elle n'a même plus lieu d'être. C'est-à-dire que le chat GPT, si je lui demande est-ce que ce bureau est blanc, il ne peut pas savoir s'il est blanc ou pas. C'est-à-dire que de toute façon, lui, il ne se réfère pas au réel. Et donc, il va aller chercher du côté des grandes masses de données et il va produire un énoncé qui, de toute façon, n'aura pas de lien avec le réel. En fait, il se substitue au réel. Vous dites que c'est une forme de réel... voilà. Alternatif en quelque sorte. Qui simule le réel. Plus en fait, plus l'intelligence artificielle va se développer, plus elle va aller chercher dans des textes qui auront été produits par elle-même. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'autonomisation comme ça de la machine qui fait que le langage va produire du contenu original, mais à partir d'un langage qui lui-même aura déjà été généré par la machine. Vous avez une expression, vous dites le meurtre de la réalité. C'est une expression très forte. Alors, en même temps, le langage, il se substitue au réel d'une certaine manière, puisque si je dis une pomme, c'est bien parce qu'elle n'est pas là et que je peux en parler. C'est déjà le manque de la chose qui fait que le mot peut se substituer. Mais le problème, c'est que le mot, il se réfère quand même à quelque chose d'extérieur, à la pomme. Or, quand ChatGPT dit pomme, il se réfère à rien. Il se réfère juste à des données, mais pas à la pomme en elle-même. Et donc, voilà, tout ça pour dire que la question de la vérité, et donc de la post-vérité, ce qu'on appelle aujourd'hui la post-vérité, c'est-à-dire cette idée que, que ce soit vrai ou faux, finalement, n'a aucune espèce d'importance, c'est ça, la post-vérité, eh bien, la structure même de l'intelligence artificielle générative, d'une certaine façon, aboutit à cette post-vérité, puisque le fonctionnement du langage n'est plus du tout référencé au réel. Et donc ça, il me semble que c'est en danger. En tout cas, il faut être très vigilant par rapport à ça. Mais derrière cela, il y a aussi la menace, vous dites, d'une fabrication de l'opinion publique. Là, on parle évidemment de la question de la liberté de penser et aussi de la démocratie, avec une forme de verticalité de l'information, par exemple, qui disparaît au profit d'une horizontalité tout à fait incertaine. C'est ce que vous nous décrivez. Ben oui, on voit bien comment les fake news circulent, encore pour les mêmes raisons qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire elles sont plus amusantes, elles sont plus excitantes. Enfin, la vérité, c'est toujours un peu décevant. Quand on est complotiste, on le sait, on essaye d'imaginer des explications beaucoup plus savoureuses que les explications réelles qui sont toujours moins intéressantes. Donc oui, le problème, après, effectivement, de cette, on va dire, horizontalisation des structures. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que souvent, on parle d'intermédiation, il n'y aurait plus de journalistes, il n'y aurait plus d'institutions. C'est que l'information ne vient plus d'en haut nécessairement. Il n'y aurait plus d'intermédiaires, et donc s'il n'y a plus d'intermédiaires, ça veut dire que c'est plus vrai. Donc c'est parce qu'on ne croit plus à la verticalité. Ce fantasme de la transparence qui est complètement illusoire. Parce qu'en réalité, des médiations, il y en a à partir du moment où déjà ce sont des médiations technologiques. Il y a des algorithmes. Ça, c'est une médiation. Et donc, c'est une médiation d'autant plus dangereuse qu'elle ne se voit pas. Elle est invisible. Lorsqu'on poste quelque chose sur Internet ou sur un réseau social, on n'a pas l'impression qu'il y a une médiation entre ce qu'on dit et ce qu'on poste. En réalité, ce qu'on poste va fonctionner en fonction d'algorithmes et pas du tout en fonction de notre propre volonté, décision, etc. Peut-être qu'on se dit c'est plus vrai parce que l'intelligence artificielle ne pense pas
Et qu'au fond, ceux qui pensent ne disent pas forcément la vérité. Oui, en tout cas, il y a cette idée qui vient aussi d'un certain discrédit des paroles d'autorité. Il y a cette idée qu'à partir du moment où c'est horizontal, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison qu'on nous mente enfin, il y a une manière comme ça d'échapper. Oui. Mais encore une fois, c'est complètement illusoire parce que ceux qui tiennent les rênes, c'est ceux qui font les algorithmes. Et ceux qui font les algorithmes, c'est les grandes majors. Donc là, ça vient d'en haut, en fait. Au fond, on en croit... tout cas, ça reste des entreprises privées. Qui dit entreprise privée dit qu'il faut que ça fonctionne. Oui. Et on sait bien à qui appartiennent ces entreprises privées. Donc, c'est bien sûr qu'il y a quand même une certaine vision du monde dans tous ces réseaux sociaux. Ne serait-ce que, enfin voilà, tout le combat qu'il y a entre l'Europe et les États-Unis autour de la liberté d'expression. Est-ce qu'il faut qu'elle soit totale? Est-ce qu'il faut déréguler? Est-ce qu'il faut réguler? Très clairement, la dérégulation avec cette idée libertaire et ultra-libérale que le marché va se faire tout seul, le marché de l'information va se faire tout seul. Vous imaginez bien qu'à partir du moment où l'information ne devient qu'un produit du marché, ça ne peut plus être une information au sens fort du terme. Et donc, voilà, c'est une idéologie qu'il y a derrière. Oui. Et donc, il faut, moi, à mon sens, il faut réguler et il faut remettre du politique derrière. Rien n'est anodin. Et c'est vrai que derrière ce monde-là, on se dit quelle conscience de l'autre on va avoir. Oui, et ça, c'est une question fondamentale, parce qu'au fond, chacun face à son écran et l'autre dans tout ça. Ouais, c'est la grande question aussi qui traverse ce livre. Quand on poste quelque chose sur un réseau social, c'est quand même hyper étonnant. Il suffit de se regarder soi-même, juste avoir un peu de réflexivité, puis s'observer. En fait, on ne s'adresse jamais à une personne, on s'adresse à un mur, à une communauté, mais il n'y a même plus, même aujourd'hui dans les vocaux des jeunes, lorsqu'ils se parlent, ils ne se parlent plus directement, ils enregistrent des vocaux. Moi, je trouve que c'est fascinant, cette nouvelle pratique. C'est-à-dire que l'autre recule de plus en plus. On parle, mais on ne s'adresse plus à une autre personne. Il y a du discours sur la toile, mais il n'est ni adressé, ni réellement, on dirait un gros mot, subjectivé. Enfin, il n'y a pas de sujet qui le porte, quoi. C'est du langage sans sujet, en fait. C'est un langage sans sujet. C'est quand même quelque chose de très particulier. C'est le langage de la machine. Et donc, la question de l'altérité, effectivement, c'est la grande question. C'est-à-dire comment on va faire pour accepter à nouveau la rencontre avec un vrai autre, et donc avec tout le risque que ça représente également, d'être déçu, d'avoir peur, de douter, de ne pas faire confiance, mais aussi quand même de faire confiance. Enfin, voilà, tout ce qui fait la beauté d'une rencontre réelle. Eh bien, la toile, en quelque sorte, met à distance cette possibilité-là de la rencontre à travers ce qu'elle appelle la connexion. Mais une connexion, ce n'est pas une rencontre, ce n'est pas la même chose. Oui, au fond, il y a une forme de facilité. C'est qu'on se dit c'est bien plus simple de parler à une machine plutôt que de rencontrer un être humain avec toutes ses contradictions. Et la difficulté, finalement, d'affronter la réalité. Donc il y a un repli quelque part. Et ça, c'est extrêmement inquiétant parce que vous nous dites ce que le monde va devenir grâce à l'intelligence artificielle ou ce que l'intelligence artificielle nous prépare. Et on se dit c'est inéluctable ce monde où l'on va s'enfermer chacun dans une bulle. La difficulté, j'espère que rien n'est inéluctable, mais c'est exactement ce dont vous avez parlé, à savoir de la facilité. À partir du moment où c'est plus facile, la tendance de chacun d'entre nous, c'est d'aller vers la facilité. C'est pour ça que je disais, par exemple, pour des jeunes élèves, si on leur demande de faire une disserte d'histoire sur la Révolution française, pour quelle raison ils se creuseraient la tête alors qu'ils peuvent juste le demander à ChatGPT? Pour quelle raison ils le feraient alors qu'ils ont d'autres choses à faire, aller faire un match de foot ou que sais-je? Donc, à partir du moment où on nous offre la facilité, personne ne pourra résister à ça. Et ça, c'est un vrai danger. Parce que penser, ça demande un effort, c'est parfois difficile, c'est parfois douloureux. Rencontrer quelqu'un, ça demande un effort, c'est difficile, c'est des risques à prendre. Enfin, la vie, elle nécessite une certaine forme d'effort, d'appréhension, de difficulté, d'anxiété, mais c'est ça qui nous fait grandir, c'est comme ça qu'on se construit. Et la machine, en offrant avec une telle facilité toutes les réponses à toutes nos questions, évidemment, nous enferme dans des bulles, quelles qu'elles soient, algorithmiques ou même réelles, quoi. Enfin, dans la vraie vie. Peut-être qu'on va se rendre compte, on va penser que le monde artificiel est mieux que le monde réel et qu'au fond, ça c'est terrible. Il est moins dangereux. Enfin, il est à la fois plus dangereux parce qu'il produit quand même des effets de réel. C'est-à-dire que le monde artificiel... Il est plus facile. Il est moins dangereux dans le sens où il ne nous engage pas puisqu'on est derrière un écran. Mais en revanche, il est plus dangereux dans le sens justement où il déréalise
un peu le réel, mais aussi dans le sens où il a des effets de réel. Je ne sais pas, toutes les attaques cybernétiques ou les attaques ou les bots, par exemple, russes dans la campagne présidentielle aux États-Unis ou même les bots de Trump, ils ont des effets de réel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un vote qui se traduit quand même dans la réalité. Donc, en réalité, ça semble moins dangereux parce qu'on a l'impression qu'on ne saigne pas et on ne meurt pas sur le net. Mais en réalité, ça a quand même des effets de réel où là, le sang et la mort existent pour de vrai. Oui, mais derrière ça, il y a un mot qui me revient, c'est manipulation. C'est qu'au fond, on est soi-même les acteurs conscients de sa propre, oui, bien sûr. de son propre esclavage, entre guillemets, évidemment. C'est notre grande schizophrénie. C'est le problème d'aujourd'hui, c'est que nous sommes schizophrènes. C'est-à-dire qu'à la fois, on a conscience des dangers de ChatGPT, de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux, et pourtant on y va. On a conscience des dangers de la fast fashion, et pourtant ça nous arrive d'acheter des fringues pas chères. On a conscience de la malbouffe, et pourtant ça nous arrive d'aller au McDo. Enfin, c'est-à-dire qu'on est déchiré, on est schizophrène. Et donc le problème, c'est qu'effectivement, ces réseaux sociaux ou l'intelligence artificielle générative, elle ne marche que parce qu'on l'utilise. S'il n'y avait pas d'utilisateurs, ça n'aurait aucun intérêt, ça ne marcherait pas. Et donc c'est ça qui pose aussi une question politique extrêmement complexe. C'est à quel endroit, en fait, il faut réguler? Est-ce que c'est l'individu? Est-ce que c'est le collectif? Évidemment, les deux. Il faut que les deux se rejoignent. Mais c'est vrai qu'on est partie prenante de la chose. Oui, oui. Et en même temps, se dire, au fond, c'est ce qu'on nous répète. Tout ça est inéluctable, alors que l'intelligence artificielle est une invention humaine. Donc, aucune invention humaine ne tombe du ciel. Et donc, on vous dit, c'est ça, au fond, une forme de totalitarisme. On vous dit, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Et ça, c'est, quelque part, c'est pas vrai. On a le choix. C'est compliqué. Est-ce que vraiment on a le choix de ne plus être du tout sur les réseaux sans s'ostraciser de nos communautés? Est-ce qu'on a vraiment le choix de ne plus utiliser son GPS quand on est paumé? Est-ce que c'était vraiment inéluctable, ce monde-là? Est-ce qu'il était inéluctable? Alors non, sans doute pas. C'était pas le monde de nos parents, c'est pas le monde de François Mitterrand, de votre père. Alors ça, c'est sûr que c'est plus le même monde. C'est plus le même monde. Mais bien sûr qu'on a pu vivre sans, que c'était possible. Mais maintenant que c'est là, c'est pas évident. Et je pense pas que la solution, ça soit de revenir en arrière. Maintenant, il faut essayer de penser avec cette nouvelle donne, d'essayer de repenser le collectif, le commun, comment arriver à vivre ensemble, à sanctuariser peut-être des espaces de rencontres réels. Je ne sais pas, on voit bien, par exemple, avec la musique, comment ça fonctionne, comment les concerts reprennent du galon. Alors que par rapport aux plateformes, enfin voilà, comment il y a des lieux comme ça où qu'on a envie de réinvestir parce que c'est des lieux de rencontre, parce que c'est des lieux où il peut se passer des choses qui sont imprévisibles. Et où c'est des lieux où, en chair et en os, on peut boire un verre ensemble. Enfin, mais c'est hyper important politiquement. Mais derrière, dans le cinéma, les inquiétudes qu'on voit, et effectivement des films d'intelligence artificielle qui générer des scénarios, etc. Où là, par le coup, les acteurs, même parfois qui sont morts, ne se tromperont plus. Ils seront parfaits. Là, ça pose aussi d'autres questions qui seront... Alors, évidemment, la question de la création qui va être éminemment problématique, et pour les écrivains aussi. Écrivains, musiciens, réalisateurs, évidemment, ça va être terrible, mais ça va poser plein de questions. Ça va poser la question des droits, déjà, des droits d'auteur. Voilà, qui fait quoi? Lorsque vous demandez à votre chat d'écrire votre scénario... La machine, c'est pas cher, généralement. C'est pas cher. Alors, évidemment, il va y avoir une caste sociale extrêmement importante dans certains métiers. Tous les métiers de création et de production de la pensée, ça va être vraiment... Et c'est ça qui est nouveau, parce qu'avant, on pouvait se dire, oui, on peut numériser des fonctions répétitives qui en elles-mêmes ne sont pas forcément intéressantes. Mais là, ce qu'on peut remplacer, c'est carrément l'intelligence. Donc, c'est quand même vertigineux. Et donc, oui, il y a des métiers, et notamment les métiers de création, qui vont être concurrencés par l'intelligence artificielle, même si on peut aussi l'utiliser intelligemment. C'est pour ça qu'il faut trouver le bon chemin pour vivre en bonne intelligence avec l'intelligence artificielle. Mais il y a aussi une autre question qui va se poser, c'est celle de la responsabilité. Si c'est une intelligence artificielle qui écrit un texte... je ne sais pas, raciste, antisémite, qui appelle à la haine, qui est responsable? Oui. Si c'est une intelligence, alors certes, celui qui va prompter, on va dire, mais
Les questions se sont posées quand il y a eu des drames avec des jeunes adolescents qui ont été amenés au suicide et notamment aidés par l'intelligence artificielle. Qui est responsable? S'il n'y a plus de sujet derrière la parole, qui est responsable d'une parole qui est en réalité une parole statistique, une parole qui est produite par une machine? La question de l'imputabilité et de la morale, là aussi, va se reposer à nouveau frais. Donc ça ouvre des chantiers incommensurables. Merci beaucoup, Mazarine Pinjot. C'est passionnant. Ça s'appelle Inappropriable ce que l'intelligence artificielle a fait et fait encore à l'humain et comprendre les dangers du monde que nous prépare l'intelligence artificielle aux éditions Climat. Merci beaucoup, Mazarine Pinjot, pour prolonger la réflexion avec ce livre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.